Alors c'est très difficile d'intervenir comme ça en fin de journée. Alors je ne suis pas la dernière, mais presque à parler. Alors je ne vais pas faire une synthèse de la journée, mais je vais reprendre. Enfin, j'avais préparé quelque chose qui reprend en fait un certain nombre de points dont on a discuté aujourd'hui, mais je voudrais insister sur l'un d'entre eux. Bon, alors d'abord je voudrais remercier la CPU et l'Université de Lyon pour ce colloque qui a été très très riche et qui prolonge en fait, comme ça a été dit ce matin, une série de réunions, de sessions sur la question des fake news. Et bon, quand j'avais une autre casquette, donc quand je faisais partie de la CPU, je salue mes camarades de la CPU, bon, nous avions envie de parler de l'école. Alors il se trouve que maintenant je suis passée, alors non pas de l'autre côté de la force, mais en tout cas que je suis du côté scolaire, et évidemment c'est de ce côté-là que je vais vous parler. Alors, pourquoi c'est important d'intégrer l'école dans cette discussion sur les fake news? C'est parce que l'école est en première ligne. D'abord, parce que c'est le premier lieu de socialisation des élèves, ce qui donne une responsabilité très particulière et très grande, j'y reviendrai, aux enseignants et aux équipes éducatives en général. Ensuite, dans la mesure où c'est justement un lieu, l'école, alors quand je parle de l'école, c'est l'école, collège, lycée, c'est un lieu qui fait société. Et donc l'école, c'est une espèce de concentré de cette société très diverse qui accueille des élèves qui sont confrontés à l'infobésité, pour reprendre un terme qu'on a entendu ce matin, un lieu qui accueille des informations de tous ordres et souvent en désordre, et tant mieux, que les élèves absorbent et digèrent ou pas, en triant et en reprenant ou pas. Tout comme nous. Enfin, parce que l'école accueille des jeunes, alors je suis désolée de parler de vous à la troisième personne, les jeunes, des jeunes, donc vous, qui sont en train de se construire, qui sont en train de construire leur identité, qui se frottent à un monde d'adultes qui ne sont pas leurs parents, un monde qu'ils cherchent de plus en plus à tester, même s'ils l'ont en fait d'ailleurs toujours fait, voire à provoquer, pour évaluer les limites de ce monde des adultes et leurs limites à eux. Alors, dans cette société en miniature, qui est une classe, on constate parfois, avec un effet de loupe, ce que nous connaissons bien par ailleurs. La popularité, quand on est populaire, la popularité est supérieure à la fiabilité, avec des réseaux sociaux qui ont tendance à dissoudre les frontières, vous le savez bien, entre vie publique et vie privée, et où le nombre de likers et de tweetos devient le critère d'une popularité qu'on confond souvent avec la reconnaissance de telle ou telle qualité. L'information ne s'analyse pas, même si je reviendrai là-dessus après, mais dans un premier temps, elle ne s'analyse pas, mais elle se socialise plutôt avec la constitution de réseaux qui se définissent comme amis parce qu'ils regroupent et se multiplient autour des mêmes opinions. L'atomisation des sources d'information qui leur donne une visibilité identique, ce qui noie dans un océan infini de l'offre les sources d'information fiables. Le rapport au temps, on en a beaucoup parlé ce matin, ce rapport au temps est aussi important. Il y a un fossé qui se creuse, et de plus en plus largement, entre le temps scientifique de la construction du savoir, de la démonstration, et le temps quasi instantané de l'information maintenant. Dans cette dérégulation du marché de l'information, pour reprendre les termes de quelqu'un qui vient d'être cité, Gérald Bronner, dans son livre sur la démocratie des crédules, ce qu'il appelle les producteurs haineux ont beau jeu de produire de la désinformation et de diffuser toutes sortes de propagandes pseudo-scientifiques ou politiques face à laquelle les jeunes, en quête d'identité ou d'effet de distinction, sont une proie facile. Alors on voit bien l'importance des enjeux, c'est la connaissance comme exploration construite et donc lente,
du savoir et la démocratie qui peuvent être mis en cause. Tableau un peu sombre, mais vous allez voir que tout va s'éclaircir. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, comme je disais à l'instant, donc l'école se retrouve en première ligne comme une institution médiane entre la famille et les jeunes, comme un lieu d'études et d'apprentissage aussi, qui tire les élèves pendant les heures de classe de leur milieu familial et du cocon de leur réseau. Le rôle de l'école, c'est donc de développer l'esprit critique, on en a beaucoup parlé, entendu comme une prise de distance, une attitude réflexive par rapport à un contenu d'information. Son but est aussi, c'était d'ailleurs, ça faisait partie du titre, d'apprendre à apprendre. Elle a développé cette école, elle continue à développer des outils pour le faire, et je vais en donner des exemples, mais là encore, on en a beaucoup parlé ce matin. Alors, pour apprendre aux élèves à comprendre et à résister aux manipulations et aux usages malveillants, oui, il y a des choses qui existent. L'école n'est pas... On a parlé de sanctuarisation de l'école. Il est important que ce soit un lieu où on puisse avoir des discussions apaisées. Là aussi, j'y reviendrai. Mais l'école, elle est je le disais en première ligne, elle est vraiment ouverte à ce qui se passe dans la société. Et donc, il y a dans certaines écoles, dans mon académie, dont je suis de l'académie de Grenoble, où il se passe beaucoup de choses sur tous ces sujets. Donc, il y a des écoles qui apprennent dès le plus jeune âge à gérer l'identité numérique, à gérer les données personnelles et qui organisent aussi parfois des ateliers de détection d'intox, y compris en école primaire. Il y a aussi des programmes disciplinaires qui travaillent sur la nécessité de développer les capacités de traiter, les capacités de traitement de l'information. Alors bon, je les énumère: rechercher l'information en fonction des besoins, vérifier les sources, analyser la crédibilité de l'information, confronter et hiérarchiser les données, traiter les informations collectées, produire et diffuser des données. J'insiste sur ce dernier point, on en a aussi parlé ce matin. Produire et diffuser des données, ça amène à mettre les élèves en mode production et non pas seulement en mode réception. Et de fait, l'éducation aux médias, à l'information, dont on a aussi beaucoup parlé, participe de la culture générale tout autant qu'elle doit s'en nourrir. Et là encore, les activités de réception peuvent se conjuguer avec des activités de production. On trouve dans les établissements des web radios, journaux d'école et d'établissement qui augmentent la connaissance de l'écosystème médiatique et l'élève devient ainsi capable d'identifier les différents médias, la presse écrite, audiovisuelle, le web, et d'en connaître la nature. Alors, le travail sur le continuum lycée-enseignement supérieur est lui aussi essentiel. Alors, il vient de se créer une certification qui s'appelle la certification PICS, qui vient se substituer, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, au B2I pour l'enseignement secondaire et au C2I pour l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cette nouvelle plateforme de formation et de certification propose, par exemple, aux utilisateurs d'identifier les sites dignes de confiance, de faire la distinction entre ces sites et ceux qui peuvent paraître douteux. Je dois dire que je l'ai testé la semaine dernière. Je pense que je n'aurais pas eu la certification, mais ça prouve que nous sommes tous en difficulté, peut-être d'ailleurs moins que vous, sur un certain nombre de sujets. Alors, un autre point aussi qui est important, qui est même essentiel, c'est le rapport à la recherche. Alors, comme je disais à l'instant, j'ai la chance d'être dans une académie, l'Académie de Grenoble, qui travaille depuis très longtemps, sur ce rapport éducation-recherche, depuis au moins une vingtaine d'années. Et ça, ce rapport-là, il est extrêmement important, puisque pour les enseignants, eh bien, l'idée est de dépasser les bonnes intuitions qu'ils ont souvent, en les consolidant par une démarche scientifique, une évaluation scientifique, elle aussi, et une volonté d'essaimer, comme on publie, comme les chercheurs publient. Il y a aussi, donc, grâce à ce rapport et cette méthode éducation-recherche, un essaimage des pratiques qui est là validé par la recherche.
Alors, on peut citer aussi, on a parlé des aventuriers ce matin, il y a aussi des travaux comme ceux que mène La Main à la Pâte, qui sont des laboratoires d'idées qui cherchent à améliorer la qualité de l'enseignement des sciences à l'école et au collège. C'est exemplaire là aussi, mais on pourrait vraiment citer beaucoup d'autres initiatives locales. Important aussi, donc tout ça a été brassé ce matin, de travailler avec les professionnels des médias et le lien entre le monde scolaire universitaire et le monde des médias se fait de plus en plus. Ça permet de renforcer, de comprendre les liens entre les uns et les autres. The Conversation de Didier Pourquerie, je pense, n'est plus là, mais est un très bon exemple de cette interaction impossible entre ces deux mondes. Et donc le recteur de Grenoble, de Clermont, on en parlait tout à l'heure, il y a des initiatives aussi. Bon, à Grenoble, il y en a une aussi avec il y a le Dauphiné, le journal de Grenoble, la PQR locale, donc la presse quotidienne régionale, c'est le Dauphiné libéré. Et il y a un Dauphiné des enfants qui paraît toutes les semaines, donc avec des articles qui leur sont directement adressés. Alors on voit, et c'est sur ce point que je voudrais insister, que tout ça exige de l'enseignant de développer des compétences que le savoir disciplinaire tout seul ne permet pas d'acquérir. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment insister sur un élément. Je disais tout à l'heure que l'école était en première ligne et il est vrai que les enseignants se trouvent être des espèces de fantassins, mais le problème est de savoir si on doit envisager tout ça comme une guerre. Alors, il ne faut en tout cas pas se tromper d'ennemi. Notre rôle, le rôle de l'enseignant, c'est de faire de vous, de faire des élèves, tout comme des étudiants, des alliés. Il s'agit sinon de les convaincre, de vous convaincre, du moins de vous apprendre à construire votre jugement sur des bases solides. Cela a aussi été dit à peu près sur tous les tons depuis ce matin. Et l'apprentissage du débat, et je reviens donc sur ce que M. Hourier a dit ce matin qui me paraît essentiel, l'apprentissage du débat doit prendre une place très importante dans notre système éducatif. Alors je parle bien du débat et pas des concours d'éloquence. Alors on peut trouver les concours d'éloquence très intéressants, ce qu'ils apprennent à manier sa langue, l'argumentation. Mais comme tout concours, ils attendent leur lot de virtuoses. Or, il est de notre responsabilité, non pas de former seulement des virtuoses, il est quand même passé le temps où l'on se satisfaisait de ne former que les premiers de la classe, et le temps où où les enseignants essaient de se reproduire eux-mêmes. Mais nous en sommes arrivés à un temps où il faut apprendre à tous nos élèves et à tous nos étudiants à se confronter aux autres et aux opinions qui ne sont pas les leurs, avec des mots, plutôt que de les affronter avec leurs points. Ce qui est important est de faire comprendre que l'école, l'université ne sont pas des lieux de pouvoir à imposer ou à prendre, de vérité contre vérité, mais que le savoir n'est pas une révélation qui serait offerte à quelques élus, dont les élèves ne seraient pas, ou très peu d'entre eux, mais quelque chose qui se construit avec méthode, avec patience, en se frottant à des arguments et à des contre-arguments. Donc le savoir, il faut vous faire comprendre qu'il vous est accessible et qu'il est accessible à tous, pour peu qu'on veuille faire un petit effort. Et tout ça, ça exige beaucoup de l'enseignant, qu'il soit enseignant du secondaire ou enseignant du supérieur, enseignant-chercheur. Ça veut dire qu'il faut que l'enseignant sorte, par exemple, de la posture confortable, il y a du vécu dans ce que je vais vous dire, de la posture confortable du « comme vous savez ». Peut-être que vous avez déjà entendu ça, moi je l'ai beaucoup entendu, peut-être je suis d'une génération où on l'entendait beaucoup, à l'université surtout. Comme vous savez, non, on ne sait pas puisqu'on est justement là pour apprendre. Alors ça peut être un tic de langage, mais ce tic de langage peut être reçu comme une violence rhétorique à laquelle des jeunes, en se sentant d'emblée exclus,
peuvent avoir envie de répondre par la violence tout court. Ça exige aussi du coup de l'enseignant qu'il accepte d'organiser le débat, et j'en reviens toujours à cette idée de débat, qu'il l'encourage même, mais là encore, pas pour organiser une performance ou un événement ponctuel, mais pour en faire un exercice commun de réflexion. Alors, j'ai discuté avant de venir ici avec une enseignante qui m'avait raconté qu'elle a fait cette expérience-là, donc après les attentats, enfin, donc l'attentat du 11 septembre. Un élève lui a dit bah non, on sait bien que ça n'est pas vrai, et donc bon, après l'instant d'émotion, parler d'émotion et de crainte en se disant mon Dieu, si j'arrête, je ne vais pas avoir fini mon programme. Elle a décidé de mettre entre parenthèses son programme et d'interrompre donc le fil prévu de ces séquences pour mettre les élèves en débat. Alors en débat, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout déballé d'un seul coup, mais ils ont commencé à travailler sur les faits, à se documenter, à regarder sur Internet, enfin, à constituer tout un système d'information et de réflexion autour de ce travail et en débattre. Alors, l'objectif, dans ces cas-là, ça n'est pas de convaincre, ça n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, d'imposer une vérité d'en haut, mais d'aider à se forger une opinion. Et parfois, c'est vrai, ce qui a été le cas de son expérience, à infléchir une opinion. Mais pour finir avec cette anecdote, l'élève a dit à l'enseignante, à la fin, là, quand ils sont arrivés au bout de leur recherche et de leur discussion, ah madame, voilà, je sens que j'ai perdu. À quoi elle a répondu qu'il n'y avait absolument rien à gagner et que le temps passé, bon d'accord, ça lui avait un peu distordu ses séquences, mais que le temps passé à faire autre chose que ce temps initialement prévu pour le cours, c'était du temps gagné pour tout le monde, parce que les élèves avaient fait pendant la séance suivante, pendant plusieurs séances suivantes d'ailleurs, des recherches et évalué le pour et le contre. Alors l'essentiel dans tout ça, c'est de convertir, et de ça aussi on a parlé ce matin, la tendance au relativisme radical qui mène à tous les absolutismes, ce qui est très paradoxal. Donc ma vérité vaut la vôtre et donc je vous l'impose. Il s'agit donc de substituer à ça une critique constructive qui voit en la vérité un idéal type vers lequel on tend et qui n'a strictement rien à voir avec la mise en doute systématique de tout savoir. Alors qu'est-ce que ça implique donc pour l'enseignant, je le répète, qu'il soit au lycée ou à l'université? Qu'il apprenne à avoir confiance en lui, parce qu'il faut une sacrée confiance, un sacré aplomb pour ne pas tenir tête simplement à un élève en lui disant bon, on n'a pas le temps, on passe à autre chose, et ce qui ferait qu'on rentre dans son jeu. Mais donc il faut avoir de l'aplomb pour lui apprendre calmement, en entraînant l'ensemble de la classe ou du cours à discuter de la pertinence de la position et de ce sur quoi elle s'appuie. Il faut aussi qu'il soit armé. Alors je rends hommage à cette enseignante dont j'ai parlé, mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres. Quand on a parlé de ça, moi je lui disais, mais il faut qu'on soit armé pour essayer donc d'avancer et d'avoir assez d'aplomb pour pouvoir entamer ce genre de discussion. Elle m'a dit non, il ne faut pas être armé, il faut être étayé parce que précisément, c'est pas une guerre. Bon, voilà. Donc, il faut que l'enseignant, et ça aussi c'est quelque chose de très important qui a été dit ce matin, soit donc étayé, pour reprendre le mot de cette enseignante, épistémologiquement. Et qu'il soit capable non seulement de dispenser du savoir, mais aussi de concevoir aussi clairement que possible les chemins par lesquels ce savoir s'est construit et continue à se construire. Il faut qu'il considère, par conséquent, que lui aussi peut se remettre en question et qu'il doit continuer à apprendre. Il n'y a pas que les élèves qui doivent apprendre à apprendre. Grâce à la recherche, et en n'hésitant pas à travailler en compagnonnage avec des chercheurs.
Ça signifie que nous avons absolument à faire de la formation continue. Moi, je préfère le terme, qui est d'ailleurs maintenant le plus souvent utilisé, de formation tout au long de la vie. Donc, faire de la formation tout au long de la vie un outil essentiel, pas seulement pour se parfaire dans sa discipline, mais pour savoir tirer de ce savoir, de tirer profit de ce savoir disciplinaire et se mettre à distance par rapport à lui, afin d'éduquer au mieux les élèves, afin de les amener à faire la part entre fake news, fake sciences, qui marquent une intention délibérée de diffuser une information truquée, donc faire la différence entre ça et les idées à remettre en cause pour faire progresser le savoir et tout du moins apprendre à ne pas s'en laisser compter. Il y a donc là, de la part on parlait des héros du web tout à l'heure, mais je pense que les enseignants ont aussi, et les équipes éducatives, je m'adresse aussi aux directeurs d'établissement, on leur demande, et c'est normal, enfin, la société avance, elle progresse, on leur demande de plus en plus, on leur demande de travailler avec vous de manière très différente, et c'est heureux, mais je voudrais leur rendre hommage parce que toute cette évolution les amène à se remettre en question à une vitesse grand V. C'est pas comme avant où on pouvait réfléchir à ce qu'on faisait, mais finalement, on enseignait des choses et puis ça passait ou pas. Il faut vraiment maintenant qu'ils s'adaptent. Ils le font. On a des tas d'exemples tous les jours et moi je le vois en tant que rectrice. Je vois une partie de mon boulot, c'est de regarder ce qui se passe dans les établissements. J'admire ça tous les jours. Si vous saviez la différence entre ce que vous connaissez et ce qu'on connaissait nous, bon, je vais pas faire ma vieille dame, mais ça n'a strictement rien à voir et c'est réjouissant. Mais il y a là tout un travail derrière qui est demandé à vos enseignants auxquels je voudrais rendre hommage. Voilà. Donc, et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Alors, on finit cette journée avec Karl Bonafous-Murat, qui est le président de l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc, conclusion et perspective, Monsieur le Président. Bien, bonsoir Oui, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le redoutable privilège de conclure une journée qui a été longue et au terme de laquelle il faut essayer de ne pas redire tout ce qui a déjà été dit cet après-midi et ce matin, n'ayant pas pu assister à la matinée, ça fait beaucoup de défis. Je vais simplement, pour peut-être conclure à la fois ce colloque et aussi revenir sur celui qui a eu lieu à la Sorbonne Nouvelle en février dernier, tracer des perspectives d'action qui vont, je l'espère, être celles de la CPU dans les prochains mois. La CPU est convaincue que la question de la désinformation est un enjeu majeur. D'abord parce que cette désinformation a pu affecter les universités elles-mêmes, y compris dans les mois passés, lors des événements qui ont pu agiter les différents campus universitaires, mais aussi plus généralement parce que c'est un enjeu de démocratie et de citoyenneté absolument fondamental. Je crois, nous en aurons un autre exemple lors des élections européennes de mai prochain où l'enjeu de la désinformation sera majeur. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui vous ont été donnés pendant cette journée. Le contexte, il est bien connu, c'est celui qui nous vient du monde anglophone très largement, mais aussi de la sphère d'influence russophone. Il y a tout un contexte géopolitique de la désinformation dont il faut tenir compte. Il y a eu différents rapports qui ont été remis, élaborés notamment par le CNRS sur les nouveaux enjeux de la vérité dans l'ère post-truth. C'est un rapport de mai 2018. Et puis il y a eu, comme le disait Divina Fraumex, ma collègue, un rapport du Conseil de l'Europe sur
les différents enjeux pour les États membres de l'Europe. Ce rapport dit en gros 3 choses: qu'il faut créer dans chaque État membre un réseau ou un centre de recherche mettant en réseau les différents acteurs qui réfléchissent, qui travaillent, qui luttent contre la désinformation numérique. Deuxièmement, qu'il faut mettre ces différents réseaux ou ces différents centres en réseau au niveau européen. Et puis troisièmement, qu'il faut créer une plateforme de financement suffisamment solide pour que des actions sur le long terme puissent se développer. Et donc la CPU, à partir de là, propose un plan d'action en 4 ou 5 points, mais essentiellement 4 points. Créer une structure en réseau, c'est le premier enjeu. Mobiliser les organismes de recherche autour de projets interdisciplinaires qui seraient ancrés en sciences humaines et sociales, mais qui ne seraient pas uniquement en sciences humaines et sociales. De former les formateurs aux stratégies et techniques de désinformation, c'est un des enjeux qui a été très largement débattu cet après-midi, notamment dans les interventions de la table ronde. Et puis de lancer un diplôme interuniversitaire sur la désinformation et la remédiation numérique, qui pourrait être décomposé en différents modules susceptibles de former la base d'un MOOCs ou d'autres MOOCs. J'ai noté qu'il y avait celui de l'Académie de Clermont-Ferrand, il y en a certainement d'autres. Alors le premier enjeu, c'est la structure en réseau. Donc ce serait de mettre en réseau les universités, les écoles, les établissements de manière générale qui ont des formations et des thématiques de recherche sur la désinformation, afin de lutter contre ce phénomène et de favoriser les partenariats avec le monde socio-économique, que ce soit au niveau national ou au niveau européen et plus généralement international. Alors, une des questions que se pose la CPU, c'est de savoir s'il faudrait travailler sous forme d'associations, de fondations qui permettraient éventuellement d'impliquer des acteurs du monde socio-économique et des financeurs, ou sous forme de groupements d'intérêts scientifiques, la question des cotisations. Bref, le premier enjeu, c'est d'avoir une structure en réseau et d'avoir des statuts pour cette structure en réseau. Le deuxième enjeu, ce sont des projets interdisciplinaires ancrés en SHS. L'éventail des domaines de recherche, Fabienne Blaise, rectrice de l'Académie de Grenoble, le suggérait à l'instant, est très vaste. Ça ne peut pas être une approche monodisciplinaire ou pluridisciplinaire à la marge. Depuis l'éducation aux médias jusqu'à l'intelligence artificielle, il a été question de robotique, depuis l'éducation aux médias jusqu'à l'intelligence artificielle. Tous ces domaines-là doivent être impliqués dans une recherche parce qu'il s'agit à la fois de répondre en des temps très brefs et en temps réel à des actions de désinformation qui peuvent parfois être massives, tout en tenant compte de la nécessité de remédier à une mauvaise utilisation éventuellement des médias. Et puis, il s'agit aussi de mettre ces projets interdisciplinaires en SHS en relation avec d'autres centres européens. Cela semble absolument nécessaire. Le troisième enjeu, c'est la formation de formateurs aux stratégies et techniques de désinformation. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été largement dit au cours de cette journée, mais il me paraît qu'un des enjeux fondamentaux, cela a été rappelé, c'est de distinguer la désinformation, les fake news, d'autres formes de perversion de l'information. Le biais informatif, le canular, la propagande, tout ça, ce sont des choses qui existent depuis des décennies. Il faut qu'on essaye de réfléchir à ce qui fait la spécificité de la désinformation. Là encore, Fabienne Blaise le rappelait, la désinformation, c'est une volonté de nuire. Il y a une volonté de nuire dans la désinformation et une volonté de polariser des groupes, et notamment des groupes politiques. On peut penser ce qu'on veut de Trump, mais Trump ne fait pas n'importe quoi quand il envoie des fake news. Son but n'est pas de faire croire que on va changer d'avis sur le climat. Son groupe est de polariser des groupes politiques et de compter ses troupes en envoyant des fake news. Donc, cette question des stratégies, ces questions de prise en compte de l'enfermement possible sur les réseaux sociaux, le développement du fact-checking à l'université et au lycée, ce sont certains des enjeux que la CPU aimerait mettre en œuvre avec les établissements du secondaire, que ce soit les lycées,
que ce soit les classes préparatoires, et j'ajouterais aussi les directions des bibliothèques universitaires ou les centres de formation, de recherche documentaire. C'est, à mon avis, un des vecteurs par lesquels on peut passer pour développer la lutte contre la désinformation. Dernière chose, dernier point, créer un DU sur la désinformation et la remédiation numérique pour faire le pendant entre l'action de lutte et l'action positive de dépassement de la lutte, avec quelques enjeux fondamentaux comme le modèle économique de la désinformation. Il y a véritablement un enjeu là de recherche et de formation. La désinformation n'en est pas dans un vide, elle naît d'une situation économique où d'abord il est plus facile et moins coûteux de faire de la désinformation, c'est une évidence, et puis cela s'appuie aussi sur des expériences et sur des phénomènes cognitifs et des phénomènes d'attention. On sait que la désinformation, les fake news, attirent plus l'attention qu'une vérité ou qu'une information non tronquée, pour le dire de manière légèrement positive. On sait aussi, par exemple, que une information lancée par un média en ligne est reprise en moyenne 2 heures plus tard par les autres médias, mais que dans 50% des cas, c'est 45 minutes et dans 25% des cas, c'est 5 minutes plus tard. Et que donc, la désinformation se glisse dans cette temporalité extrêmement rapide. Donc ça, ce sont aussi des enjeux de formation, et on pourrait imaginer des modules et un MOOC fondé sur des modules détachables qui embrasseraient aussi bien les questions économiques de la désinformation que ce que j'ai appelé la géopolitique de la désinformation, ou les différentes recherches qui peuvent être impliquées dans la désinformation. Le dernier écueil, ou les écueils qu'il faudrait éviter, c'est de refaire ce que font les journalistes et les agences de presse elles-mêmes. Elles le font très bien. Il ne s'agit pas de se substituer à elles et de vouloir leur donner des leçons, mais de trouver un juste milieu entre ce que j'ai appelé le tout théorique et le tout technique. Juste pour une petite anecdote, en 2013, un journal américain de très bonne qualité, le Washington Post, avait lancé l'idée d'une sorte de télécommande qu'on tournerait vers la télévision et qui permettrait de dire ce que dit cet homme politique est vrai, ce que dit cet homme politique est faux. Ils avaient annoncé ça avec grand renfort de publicité. C'était The Truth Teller Prototype, c'est-à-dire le prototype de détection de la vérité. Évidemment, ils ont annoncé ça en 2013 en disant c'est la version bêta, la version N-1, vous allez voir la version finale est presque prête, et le projet a fait long feu et a disparu 1 an plus tard. Donc entre une volonté effectivement d'utiliser des algorithmes comme le font eux-mêmes Facebook, Twitter, et une volonté d'en revenir à une approche individualisée de l'éducation à un média, il faut trouver une sorte de juste milieu, et c'est ce que souhaite faire la CPU en lançant ce plan d'action en 4 étapes. Et pour résumer ce que j'ai souhaité dire, il s'agit donc de développer une action en réseau qui serait déployée au niveau national à l'articulation du secondaire et de l'université, pour un défi de société majeur dans un contexte géopolitique européen et mondial, et qui, je crois que nous en sommes tous convaincus, est un enjeu de société absolument fondamental, et un enjeu politique pour la démocratie européenne et de lutte contre la montée des populismes non moins essentiel. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Je remercie également... Je profite de cette occasion pour remercier les personnes de la CPU qui ont organisé ce colloque et qui l'ont rendu possible. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, participants, public. Merci beaucoup à l'Université de Lyon et The Conversation qui est parti, mais on relaiera ce remerciement. À très bientôt pour donc la suite de notre plan d'action. Merci encore.